Bonsoir, bienvenue dans cette émission Parole, Plume, Papier, une émission trentenaire ici à la télévision guinéenne. Ce soir, comme d'habitude d'ailleurs, nous allons vous parler de livres. Nous recevons dans cette émission de ce soir Khadija Kamara. Khadija Kamara a publié La Mission. La Mission, c'est ce roman que Khadija Kamara vient de publier en France dans les éditions G-Dank, à Paris. Avec elle, nous allons essayer de parler de cet ouvrage qui est le premier thriller de la littérature guinéenne d'expression française. C'est la première fois qu'un auteur guinéen, après 63 ans, publie un livre dans ce genre littéraire et nous allons essayer de parler de toute la technique qu'elle a utilisée pour nous produire ce livre qui s'appelle La Mission de Khadija Kamara. Vous avez un nouveauté de livre dans notre pays, la Guinée, de janvier 2007 à décembre 2010, chronique réflexion sur une transition militaire ratée, de Alpha Téli Diallo. Alpha Téli Diallo, c'est le fils cadet de Téli Diallo. Les racines du mal guinéen, Alpha Ousmane Bari, ce sont les nouveautés de livres sur Cartala. Je vous rappelle que le livre Point de vue, dans la collection Point de vue de Alpha Téli Diallo est publié sur l'Harmattan à Paris, l'Harmattan Paris. Celui-là, Les racines du mal guinéen, Alpha Ousmane Bari, Cartala, Paris. Et aussi le livre de votre serviteur, le roman de votre serviteur, Les enfants du quartier sombre, roman de Mohamed Salifou Keïta, publié chez Publibook et Tabala à Paris. Donc ce sont les ouvrages que nous allons présenter dans cette émission. Et ce soir, nous rencontrons pour vous mademoiselle Khadija Kamara. Bonsoir Khadija. Bienvenue dans cette émission. Est-ce que vous saviez l'existence de cette émission? Un peu, oui. Un peu, oui. Eh bien, puisque vous vivez en France, c'est pas évident. Vous nous suivez, non? Non, pas du tout. Temps. Ok. Vous avez écrit La Mission. La mission, à qui vous avez confié cette mission? À qui on a confié la mission? Pourquoi ce titre, La Mission? C'est à Yasmine qu'on a confié la mission. En fait, le titre La Mission vient du livre, parce que Yasmine, dans le livre, elle a plusieurs missions. Et sa mission principale, c'est de voir si elle pourra sortir de la compagnie ou pas. C'est pour voir si elle pourra sortir du monde de la délinquance ou pas. Je vous laisse le lire pour découvrir. Oui, mais qui est Yasmine? Yasmine, alors, c'est une jeune femme douée qui est très intelligente et qui avait tout pour réussir, son avenir, son école, ses études sur son projet professionnel. Et un jour, elle sera au mauvais endroit, au mauvais moment. Et elle va tomber sur un homme gisant dans son sang. Et elle est tellement gentille, Yasmine, qu'elle voudra aider le monsieur. Mais entre-temps, le monsieur, il va mourir dans ses bras. Et Marshall va venir. Marshall, c'est notre personnage. Il viendra la voir avec le monsieur mort dans les bras. Et il va essayer de lui faire porter le chapeau. Et en contrepartie, elle sera obligée de travailler pour lui. Et, écoutez, vous avez, je disais tout à l'heure à quelqu'un hors micro, hors studio, que vous avez une diversité de personnages. Vous nous parlez de Marshall, vous nous parlez de Yasmine, cette fille intelligente, mais naïve à la fois. Oui. Parfois, je dirais que les gens qui sont trop gentils, ils sont naïfs. Parce qu'ils ne pensent pas que d'autres personnes peuvent nous faire du mal. En fait, ils ont tendance à penser que tout le monde est gentil comme eux, alors que ce n'est pas le cas. Mais elle a été naïve, on ne peut pas trouver quelqu'un. En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que votre roman se passe dans un environnement de nulle part. Oui. C'est-à-dire que nous n'avons pas un lieu précis, c'est pas d'ici, c'est Paris. Que les scènes se déroulent à Paris, c'est pas dit que les scènes se déroulent à Conakry. C'est-à-dire que nous tombons au pif dans une histoire et nous sommes, vos personnages sont liés par un fil d'Ariane. Je disais tout à l'heure que ce sont des méchants, Marshall, Yasmine, Alec, Linda. Et qu'est-ce qui a amené Yasmine à tomber dans ce piège? Est-ce que c'était un piège tendu? Oui, c'est un piège tendu. Est-ce que Marshall connaissait Yasmine? Il savait comment, il savait qu'elle était très intelligente. Et Marshall aussi, c'est un homme très intelligent. Je dirais qu'il a vécu presque la même chose que Yasmine. Et il savait à tous les coups c'était vraiment un complot. Il savait qu'à tous les coups, elle tomberait dans le piège. C'est pour ça qu'il l'a fait. Et oui, Yasmine, je crois qu'elle est tombée là-dedans parce qu'elle en avait un peu marre que ses amis lui disent tout le temps qu'elle était intelligente. Elle voulait avoir quelque chose de nouveau dans sa vie. Et lorsqu'on lui a dit en échange, tu travailleras pour nous en tant qu'espionne, je dirais que pour elle, c'était comme une porte de sortie pour explorer un nouveau monde en pensant faire du bien.
Mais en pensant faire du bien, il voulait explorer un autre monde, mais c'est pas de En la rendant sorte. justice. C'est-à-dire, oui, ben, en rendant justice. Nous allons rentrer dans les serres de votre roman. Et tout à fait au début du livre, Ouais. Yasmine, qui est intelligente, il faut dire qu'elle appartient à une famille extrêmement aisée. Sa maman n'est jamais là. Elle est tout le temps en voyage parce qu'elle fait du business. Ouais. Oui, parce que ses parents, je dirais que ses parents n'avaient pas trop son temps parce que sa mère est femme d'affaires et son père, il est un peu occupé. Du coup, la plupart du temps, ils sont à la maison entre frères et sœurs. Et son grand frère, il ne contrôle pas vraiment ce qu'elle fait. Sa petite sœur, il y a la bonne qui s'occupe de sa petite sœur, mais c'est tout. Et elle était presque abandonnée à elle-même. Je ne dis pas complètement abandonnée, juste un peu, mais elle avait le temps de faire ce qu'elle voulait faire. C'est comme ça qu'elle est rentrée dans la compagnie et aucun membre de sa famille ne l'a su. Elle a commencé à changer progressivement et c'est ses cousins qui l'ont remarqué. Parce que sa mère ne l'a pas remarqué, ni son père. Une fois encore, ses parents n'étaient pas attentifs à son éducation ni à ce qu'elle faisait. J'ai l'impression qu'ils s'intéressaient plus aux résultats qu'elle amenait de l'école, peu importe ce qu'elle faisait. Ils pensaient qu'elle était dans le droit chemin parce que c'est Yasmine, elle est intelligente, personne ne Oui, savait qu'elle serait. quel que soit le niveau de votre enfant, vous le suivez. Et vous mettez là un postulat, le regard sur les enfants à la maison. Et le postulat, c'est que c'est une famille aisée. Ouais. C'est une famille aisée. Et ce qui compte, c'est le business qui compte, c'est le résultat des affaires qui compte. On estime que l'enfant est intelligent ou la fille est intelligente. Et c'était une façon pour ses parents de la responsabiliser, de la rendre responsable. Je dirais que ses parents pensaient l'avoir bien éduquée, ses parents pensaient l'avoir appris à faire la différence entre le bien et le mal. Je me dis qu'ils savaient que si Yasmine tombait sur ce genre de choses, peut-être que l'éducation que les parents lui ont mis, c'était aider les gens, peu importe dans quelle situation ils sont. C'est cette perspective qu'elle a su, ne sachant pas qu'elle tombait dans un piège en fait. Et oui, ses parents, ils étaient aisés, mais ils la suivaient, mais pas du très bon œil. Ils pensaient je dirais qu'ils pensaient comme elle était intelligente, elle pourrait suivre le bon chemin. Mais entre-temps, elle est tombée dans un piège. Elle est tombée dans un piège, mais a-t-elle su que quand secourant une personne qui a été endommagée par un pistolet, par un fusil, est-ce qu'elle ne laissait pas ses empreintes? Si la police scientifique venait à faire des enquêtes, elle était enrobée dans une situation à laquelle elle ne s'attendait pas. Sur le coup, elle n'a pensé à rien. Sur le coup, dès qu'elle a vu la personne, le premier réflexe qu'elle a eu, c'était il fallait que j'aide cette personne. Je crois que parfois, nous sommes confrontés à des choses comme ça dans notre vie. Sauf que nous, on ne pense pas on pense pas directement à la police, je dirais. Quand on voit une personne qui gît dans son sang, on essaye de la secourir parce que la personne était en train de mourir et elle pensait qu'en l'aidant, la personne aurait survécu. Elle mettait en évidence un certain nombre de civisme, mais voilà, elle tombe dans un panneau. Ouais. Et ce Marshall, qui est-il? Alors, Marshall, c'est le créateur et le fondateur de la La compagnie. compagnie, c'est quoi la compagnie? Pour permettre à mes téléspectateurs de bien suivre, puisque vous utilisez tout le temps la compagnie, il a créé une compagnie, il a créé une bande. La compagnie, c'est une bande de malfaiteurs. Je dirais que la compagnie, c'est une organisation de rebelles. Je mets rebelles entre guillemets parce que Marshall essayait de déstabiliser à peu près. Vous amène à ce que le public puisse savoir ce qui est tapis dans votre roman, afin de les amener à lire avec délectation, à l'acheter. Alors, Marshall a créé la compagnie. La compagnie, c'est en recrutant des jeunes, par exemple, des jeunes dont ils savent que avoir un avenir radieux, des jeunes qui sont super intelligents, qui peuvent le suivre. C'est comme s'il leur faisait un lavage de cerveau. Parce que les espions qui travaillaient pour lui, ils l'adoraient tellement, ils faisaient tout pour lui, ils ne réfléchissaient pas. Il y a Vince et Alec qui ont montré leur loyauté à Marshall en tuant leurs parents. C'est pour montrer à quel point il leur fait un lavage de cerveau. Il leur dit c'est moi que vous devez suivre et personne d'autre. Je vous montre le droit chemin. Vous êtes des justiciers. Il y a trop d'injustice dans le monde. Et là, vous êtes comme des héros. En tuant toute cette personne, vous rendez justice au monde. Vous aidez la population. Alors que ce n'était pas du tout le cas. C'était le contraire qu'il faisait. Parce que Marshall faisait en sorte de déstabiliser le pays pour plus tard prendre le pouvoir.
Voilà, mesdames, messieurs, nous allons vous inviter à lire ce livre de Khadija, la mission de Khadija Camara. Mais cela nous amène aussi à la notion de la lecture. Je pense qu'un des cinéastes guinéens, Cheikh Doucouré, a fait un documentaire sur la lecture. Et vous allez voir ce documentaire dans cette émission. Je reviens à vous. Marshall crée la compagnie. Oui. Il engage les jeunes gens intelligents, brillants, de bonnes familles. Oui. Et est-ce que ce n'est pas une forme de vengeance contre la société? Pourquoi doit-il se venger contre la société, Marshall? Qu'est-ce qu'on lui a fait? D'accord. Il se venge contre la société parce que lorsque lui aussi il était à l'école, il a été beaucoup, disons que les gens se sont beaucoup moqués de lui quand il était petit. Il se sentait pas bien dans sa peau, il n'a pas eu une enfance heureuse. Et c'est à cause de ça qu'il essaye de se venger. Parce qu'en fait, toutes les personnes qu'il est en train de tuer, c'est des gens qu'il a connus. C'est des gens, je dirais, des amis à lui qui ont réussi dans la vie. Et vu que lui n'a pas réussi parce qu'il se sentait très mal dans sa peau, malgré qu'il était très intelligent, il a décidé de se venger contre eux. En organisant des complots, en tuant leurs femmes, leurs enfants. Mais surtout, quand il est allé chez cet inspecteur de police qui faisait des recherches sur lui, Ouais. qui faisait des enquêtes, et il ne l'a pas raté. Et, pourquoi il a fait ce geste criminel, odieux? Parce qu'il voulait se venger, il voulait que la personne souffre vraiment avant de mourir. En fait, il essaie de faire que la personne ressente toute la douleur qu'il a ressentie avant de mourir. Parce que pour lui, la mort, c'était facile. Il fallait que la personne soit à l'agonie. Il fallait qu'elle ressente toute la douleur que lui a ressentie dans son enfance. Mais donc il y a beaucoup de missions. Et ils appellent les descentes, les missions. Mais vous me parlez tout à l'heure de lavage de cerveau. Est-ce que ce n'était pas dû à la drogue qui est omniprésente dans ce livre, qui est omniprésente dans l'environnement de Marshall? Parce que Marshall, en fait, pour avoir à contrôler tous ces espions, c'est vrai qu'ils prennent beaucoup de drogue, de la cocaïne, de la méthamphétamine et tout, pour les rendre forts, pour faire en sorte qu'il n'ait pas vraiment de sentiments en tuant les gens. Parce que je me doute que quelqu'un en âme et conscience peut vraiment tuer quelqu'un de cette manière sans prendre quelque chose. Et oui, c'est pour ça qu'ils leur donnent ça, ils leur rendent accro à ça, parce qu'ils savent qu'à part là-bas, ils ne peuvent pas en avoir. Du coup, ils sont obligés d'être avec eux parce qu'ils deviennent des accros, et ils n'arrivent plus à se soigner, ils n'arrivent plus à rien faire quand ils n'ont pas leur dose. Mais à chaque mission, ils sont obligés de se droguer. Oui, c'est ça. À chaque mission, ils sont obligés de se droguer à cause des atrocités qu'ils feront après. Ils sont obligés de se droguer pour vraiment être à 100% dans la mission, pour faire exactement ce qui est écrit dans le plan. Mais ce qui est fabuleux dans votre livre, c'est la façon dont on transforme Yasmine. Oui. La façon dont elle bascule, Yasmine. Vous appelez ça lavage de cerveau, mais moi j'appelle ça la descente aux enfers. Pour Yasmine, au début, c'était pas vraiment la descente aux enfers, je dirais, parce que pour elle, elle pensait qu'elle faisait quelque chose de bien, elle rendait justice à son pays, entre guillemets, je dirais. Et oui, elle pensait faire partie d'une bonne compagnie jusqu'à ce qu'elle se rencontre d'un jour. Par exemple, ils vont amener un camion à la compagnie, on va leur dire d'injecter quelque chose à des enfants. Personne n'a demandé ce que contenait ce sang. Ils continuent à infecter les enfants alors qu'en fait, ils infectaient les enfants du VIH. Oh oui. Et ils ne savaient pas parce qu'ils ne demandaient pas. Et c'est ensuite qu'elle a commencé à faire des recherches sur la compagnie. Elle a commencé à savoir à chercher ce que la compagnie représentait. ouais, ce que Marshall faisait et pourquoi il faisait ça. Mais même à la fin du roman, je crois que vous ne savez pas vraiment pourquoi il a fait ça, parce qu'on l'arrête à la fin. Oui, bien sûr qu'on l'arrête à la fin, mais tout au long je disais qu'on rentrait dans les serres de votre roman, tout au long du roman, c'est le sang, hein, c'est le sang, c'est le sang à flot, la drogue, et Marshall qui apparaît ici comme un gourou n'a pas de pitié. Non, et c'est un homme sans Mais pourquoi il a voulu se retourner contre Yasmine, les cousines et le cousin de Yasmine? Pourquoi il a voulu les tuer? Parce qu'il ne voulait que personne n'aide Yasmine. Parce qu'il voulait qu'elle soit vraiment dans un cercle fermé, en sorte qu'elle ne puisse pas s'en sortir. Vous savez, quand vous êtes autour de personnes qui vous contrôlent tellement et que vous n'avez aucun avis extérieur, vous pensez faire du bien, alors qu'en fait, c'est pas ça. Alors qu'en fait, la chose dans laquelle vous êtes vous détruit à petit feu, sauf que vous ne le savez pas. Il faudrait qu'une personne de l'extérieur vous le dise, pour que vous vous en rendez compte, pour que vous vous réveillez, je dirais.
Parce qu'elle, elle pensait qu'elle faisait du bien. Elle ne savait pas ce qui se passait. Jusqu'à ce que ses cousins et sa cousine commencent à se douter de son changement, à lui parler. Et comme vous avez vu, Yasmine était tellement contrôlée, même elle avait des micros chez elle, elle ne le savait pas. Et à chaque fois qu'elle parlait à ses cousins et à ses cousines... J'étais écouté. Oui, ils étaient écoutés et ils ont essayé de les tuer tous les deux. Et finalement, ils n'ont pas réussi. Vous lirez pour savoir. Ils n'ont pas réussi. Deuxièmement, mais pourquoi avoir construit un monde sidéral, un monde comme ça, un monde de nulle part? Un monde de nulle part, c'est-à-dire que le roman, votre roman n'est de nulle part. Bien que c'est un thriller, c'est le premier roman, je l'ai dit tout à l'heure aux téléspectateurs, c'est le premier roman dans cette veine de la littérature guinéenne. Ouais. Je la situe à 1953, après la parution du livre Camarala et l'enfant noir, à nos jours. Donc ça fait 63 ans. C'est la première fois qu'un auteur ou une romancière pense nous offrir un thriller, un polar. Je dirais que c'est venu, je pourrais pas dire que j'ai décidé d'écrire en polar, c'est juste venu dans ma tête comme ça en fait. L'idée m'est venue dans ma tête, passer de l'ange au démon et j'ai commencé à imaginer les personnages. Je me suis dit bon, je fais que ça soit très sanglant ou un peu sanglant. Après je me suis dit bon, j'y vais à fond et c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de sang, qu'il y ait beaucoup de meurtres, pour montrer que chaque jeune peut basculer, peut tomber vraiment au plus profond du creux de la vague et essayer de se relever. Mais vous construisez un monde sidéral, comme je le disais tout à l'heure. Vous construisez un monde de nulle part. C'est-à-dire que le roman n'appartient à qu'un espace. Et nous n'avons pas aussi l'espace-temps dans ce roman. Dans mon imagination, en fait, j'arrivais pas, même si j'essayais d'écrire, par exemple, si je pensais, ok, cette scène se déroule au point de 8 novembre, dans ma tête, c'était pas comme ça. Il fallait que je décrive les choses que je voyais dans mon imagination. C'est pour ça que vous lirez le roman, vous ne savez pas où c'est situé, parce que ça vient de mon imagination. Je ne sais pas comment je sais que ça vient de votre imagination, mais en tant que romancier, on se dit toujours, on fait la mise à situation de son récit, et puis on essaye de situer le récit dans un espace donné. Mais vous ne le faites pas, puisque c'est un polar, c'est ça? Je ne le fais pas parce que, disons que je n'en avais pas envie, je voulais que ça soit exactement comme dans mon imagination et que la personne qui le lise puisse voir lui-même. Parce que les romans de nos jours, on nous dit tout le temps où c'est, comment ça se fait, à quel moment. Et moi, j'essayais d'éviter cela. Je voulais vraiment que le lecteur ait sa propre imagination sur la manière dont tout est décoré. Parce que vous verrez que je ne décris pas tout, détail par détail. Et justement, ce qui est fabuleux, c'est que c'est le dialogue. C'est le dialogue qui est le fil d'Ariane entre les différents protagonistes de votre roman. C'est plus le dialogue, parce que quand je lis les romans, je trouve que c'est trop détaillé. Je me dis, l'auteur, il nous donne absolument tout. En fait, il dit tout. Vous n'avez même plus pensé à imaginer, en fait, parce que tout est déjà dit. Et moi, je me suis dit, bon, je donne un peu de travail au lecteur, je vais lui dire, je vais juste dire quelque chose. Et ensuite, il découvrira tout ce qui. Mais la tendance chez vous est du renouvellement de l'écriture? Est-ce que vous avez tendance à renouveler l'écriture? Si j'ai tendance. L'écriture romanesque, c'est-à-dire que dans votre roman, on ne connaît pas là où se situe la scène, vous nous amenez dans un monde de vagues, dans un monde de violence, dans un monde où le sang coule à flot, dans un monde où la drogue est omniprésente, mais on ne sait pas où se situe ce monde-là. Est-ce que pour vous, c'est une nouvelle forme d'écriture, puisque vous êtes lectrice de plusieurs romans? Je ne sais pas si c'est une nouvelle forme de l'écriture, je ne crois pas l'avoir inventée, c'est juste que j'ai écrit comme ça, je ne sais pas, je crois pas, je crois pas, en fait j'ai écrit ce que j'ai écrit dans la manière dont, je dirais pas que je n'aimais pas, mais la plupart du temps quand je lis des romans, je préfère avoir que des dialogues, au lieu qu'on me décrive des scènes par exemple. J'aimerais que les gens parlent ou que... J'aime pas qu'on me décrive par exemple toute une pièce. Dans les romans, j'aime pas ça. C'est pour ça que dans ce roman, j'ai essayé de ne pas faire ça. De faire en sorte que ce soit que le dialogue ou la scène. Oui, effectivement, la scène ou le dialogue. Ouais. Alors, revenons-en à Marshall. Lorsqu'il a voulu éliminer les cousins de Yasmine, sa motivation était due à quoi? Je dirais que sa motivation était due au fait qu'il voyait que Yasmine commençait à s'éloigner de la compagnie et à se rapprocher de sa famille. Parce que Marshall, en fait, il essaye de faire en sorte que tous ces espions soient orphelins. Parce que si Yasmine ne s'en était pas sortie, avec ça, il lui aurait demandé de tuer ses parents. Et elle, comme Alec l'a fait et comme les autres l'ont fait. Oui.
Et elle serait dans un engrenage pas possible. Elle n'aurait vraiment pas pu s'en sortir. Parce que elle, c'est vraiment sa famille qui l'a aidée à s'en sortir. Sinon, elle n'aurait pas pu. Parce que même Vince, Alec, Clark et Linda, ils sont vraiment à fond dans la compagnie. Ils n'ont pas de famille. Ils sont devenus des orphelins à cause de la compagnie. Ils sont... Entre guillemets, des moutons. Oui, des moutons, je dirais, parce qu'ils font que suivre. Et ils ne se posent jamais de questions. C'est vraiment Ils obéissent. Oui. C'est comme si... C'était ça la philosophie de la compagnie. Oui, c'était ça. Mais pourquoi avoir amené des hommes, des êtres humains comme ça? Mais parce que vous nous donnez des zombies là. Des zombies? Je ne vous donne pas des zombies, je vous donne juste que dans la vie, vous savez, il y a des gens comme ça, il y a des gens qui suivent vraiment, ils suivent vraiment d'autres personnes comme ça. Et c'est comme s'ils les adoraient. Ils font tout ce que la personne leur dit. Et je voulais mettre en avant ça aussi parce que ça décrit un peu la réalité. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça, qui suivent, ils sont comme les moutons de Panurge. C'est comme par exemple, disons, c'est comme dans la mode. Parfois, vous suivez sans vraiment vous poser la question, est-ce que ça m'irait, est-ce que ça m'irait pas. Vous achetez juste parce que le produit est à la mode. C'est des fashion victimes, je dirais. Mais donc, il y a un lavage de cerveau, la publicité. Il y a un peu, je dirais un peu. On peut pas tout suivre. Il faut savoir ce qui nous va et ce qui nous va pas, je dirais. Et donc, eux, ils sont plongés dans la décadence, dans la délinquance, dans les tueries. Mais tout autour, que ce soit la police, personne ne s'est jamais posé des questions à cause de ces tueries qui se font. Et c'est là, d'ailleurs, où le critique que je suis me pose beaucoup de questions par rapport à l'espace-temps dans votre roman. Parce que leur meurtre se faisait tellement discrètement, tellement parfait que parfois on avait l'impression qu'en fait que c'était que des bandits qui sont venus et qui se sont volatilisés pour prendre de l'argent ou des documents. En fait, ils volaient beaucoup d'argent et ils volaient aussi des documents. Des documents, des puces, des renseignements. Ils volaient tout ça parce que c'est avec l'argent que la compagnie arrivait à se développer de plus avec leur vente de la drogue. Vous voyez, il y a une partie où ils vont même à l'aéroport. Oui. Ils passent l'aéroport avec de la drogue sans que personne ne sache. Ils récupèrent ils récupèrent de la drogue à l'aéroport sans que personne ne sache. Ils rencontrent des gens de l'étranger et tout ça sur un aéroport international. Mais ensuite, et toutes ces morts-là, cet inspecteur de police, ils sont cruels. Mais la question que je me pose, pourquoi avoir tiré sur un enfant de 4 ans, est-ce que c'était justement pour effacer les traces de leur crime? Oui, c'était pour effacer les traces de leur crime, parce que les enfants maintenant, ils peuvent se souvenir de tout. Et surtout, je dirais, pour éviter un traumatisme à l'enfant, parce qu'il va grandir en voyant qu'on a tué ses parents. Mais je crois qu'ils n'ont même pas pensé à ça. En fait, eux, ils pensaient juste à tuer l'enfant pour ne pas qu'ils puissent les décrire à la police et tout. Parce que les enfants, maintenant, ils sont très intelligents. Ils se rappellent de tout. Mais ça me rappelle un film que j'ai vu tout jeune, il y a une quarantaine d'années. Ouais. Il était une fois dans l'Ouest, avec Charles Bronson. Ah, j'ai pas vu. Ah oui. Il a vu ses parents se faire tuer. Et ils ont abattu tous les parents et il a dû se sauver. L'enfant, c'est un film cruel aussi. Il était une fois dans l'Ouest. C'était le Far West aux États-Unis. Ok, la mission. Est-ce que Yasmine va atteindre la mission qu'on lui a confiée à partir du moment où elle fait une prise de conscience de ce qu'elle fait? Vous verrez dans le roman, on verra. Je ne sais pas si je vous dis tous les détails maintenant, elle va essayer en tout cas. Elle va faire de son mieux pour atteindre la mission. Elle fera tout ce qu'elle... Oui, mais la mission, c'est qu'elle est tout le temps sur le terrain avec tout ce groupe de malfaiteurs que j'appelle en fait, Marshall, c'est le patron du génie, de ces génies du mal. Ouais. Marshall, Yasmine, Alec, Linda et autres, Vince. Des Vince qui sont comme des zombies, qui sont comme des moutons de Panurge, qui ne font qu'obéir. Hein? Comment vous nous créez cette diversité de personnages et qui sont reliés par un seul fil d'Ariane et qui ont juste un seul objectif, tuer, tuer, tuer. Et quelle est la finalité de ce geste? Parce que pour eux, c'était tuer pour faire justice. Justice pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'il y avait trop d'injustice dans le pays dans lequel ils vivaient. Parce que Marshall a échoué dans son évolution. Personne ne savait, personne ne connaît la vie personnelle de Marshall, parce que Marshall, il n'a même pas de famille. Personne ne sait d'où il vient, personne ne lui pose de questions sur lui. Aucun des espions, j'ai l'impression qu'ils ont comme peur de lui, ou ils croient tellement en lui. C'est comme si en fait il émanait d'une force et que tout le monde
tout le monde le croyait supérieur, tout le monde pensait que c'était oui, c'était lui, à chaque fois qu'il dit quelque chose, c'est ce qu'on doit faire. Et c'est comme ça qu'il les a tous corrompus, c'est comme ça qu'ils ont tous pu travailler pour lui, le suivre dans ses idées sans poser de questions, sans rien dire. Voilà, nous avons fait une distorsion dans cette émission, mesdames, messieurs. Vous aimez la lecture? Ah oui, j'aime la lecture. Ben voilà, je pense que vous avez eu tout ce travail, vous avez fait tout ce travail à partir de la lecture, parce que on dit, je le disais sur une chaîne de télévision, qu'il n'y a pas de secret dans la réussite intellectuelle. Il faut lire, il faut lire, il faut lire. Et donc, il y a un cinéaste guinéen qui a fait beaucoup de films qui s'appelle Cheikh Doucouré. Et Cheikh Doucouré a fait un film sur la lecture en Guinée, et nous allons diffuser juste après vous ce film-là. Mais que pensez-vous de la lecture? Que conseillerez-vous aux jeunes gens de votre génération pour qu'ils adorent la lecture, pour qu'ils aillent dans les bibliothèques, parce que c'est ce qui leur donne la possibilité d'aller de l'avant intellectuellement? Je dirais que, je sais que c'est un peu difficile maintenant de lire avec les réseaux sociaux et tout, mais je dirais aux jeunes gens de mon âge d'essayer de lire, parce que la lecture, c'est la nourriture de l'esprit. Et en lisant, on se cultive plus, on s'ouvre un nouveau monde. On peut lire, on découvre de nouveaux mots, on enrichit notre vocabulaire en même temps. Et lire, c'est vraiment, ça nous aide vraiment à ouvrir notre esprit, à découvrir de nouveaux mondes. Par exemple, lire Twilight au lieu de regarder le film, je dirais que c'est bien de lire. La lecture, c'est vraiment différent des films parce que dans le livre, vous avez tous les détails. Vous pouvez vraiment lire, vous avez de nouveaux mots, un nouveau vocabulaire, vous pouvez imaginer des scènes. C'est vraiment un travail de l'esprit. Et je leur dirais de lire, et c'est ce que je les conseillerais. Parce qu'on est jeune qu'une seule fois, on n'est pas jeune toute la vie. Et si on commence pas à lire maintenant, c'est pas quand on sera vieux qu'on dira qu'on va lire. Voilà, on est jeune maintenant, mais on ne le sera pas toute la vie. Bonne réflexion de Khadija Kamara. Avant de vous permettre de suivre ce documentaire de Cheikh Doucouré, j'ai fait justement cette distorsion, justement pour revenir dans votre roman La Mission. Et je disais l'autre fois à la dédicace de ce roman à Kamaen que vous faites des intertextes exogènes, c'est-à-dire que parfois vous faites la distorsion, vous coupez une scène, vous allez sur une autre, mais on se retrouve toujours dans le même contexte, une certaine homogénéité dans votre démarche discursive, c'est-à-dire des dialogues qui sont tapis dans ce livre, et ils se retrouvent, mais ils atteignent un seul but, c'est l'expression de leur violence, la violence à gogo, la violence à gogo. Comment vous avez pu construire cela? J'ai pas vraiment étudié comment écrire, je dirais, parce que quand on me pose des questions comme ça, la plupart du temps, je sais pas comment répondre parce que j'écrivais juste, ça me venait juste à l'esprit et j'écrivais, c'est comme ça pour moi. Et je me suis relue, je savais pas si c'était bien ou pas. Je donnais à des gens qui critiquaient parce que j'aime la critique, j'aime qu'on juge mon travail, j'aime qu'on me dise si c'est bien ou si c'est pas bien, s'il y a des choses à modifier ou pas. Et la plupart du temps, les gens me disaient que c'était bien. Mais je crois qu'on m'a souvent dit dans mon roman qu'il y a beaucoup trop de violence. Mais malgré ça, je n'ai pas diminué la violence. Est-ce que vous êtes violente? Non. Alors, non. Et parce que, même s'il y a beaucoup de violence dans mon roman, je voulais qu'il soit comme ça. Parce que dans mon esprit, il était comme ça, il était violent, il était cruel, il y avait beaucoup de sang. Il fallait qu'il sorte comme ça. Et malgré la vie des gens, malgré qu'on me disait qu'il y avait beaucoup de violence, j'ai rien changé. J'ai laissé comme il était. Voilà, c'est ça l'écrivain. Deuxièmement, Yasmine cherche à se rattraper et il cherche à mettre Marshall dans les filets de la police. Ouais. Les jeunes gens partent à la police justement pour se déclarer qu'ils sont à la base de tous ces crimes qui se passent dans la cité. Et personne ne les croit. Et personne ne les croit. Parce qu'au début, Yasmine avait l'impression que le policier, il connaissait Marshall. Parce qu'elle a tellement parlé, et
Et il était insensible à ce qu'il disait. Il se Mais disait le que... chef de la police connaissait Marshall. Non, j'ai pas dit ça, elle pensait. Ah, elle pensait. Oui, parce qu'il était tellement insensible, elle se demandait pourquoi est-ce que je lui dis tous ces crimes et il n'agit pas. C'est soit il connaît Marshall, soit il ne me croit pas. Alors qu'en fait, il ne la croyait pas parce que, maintenant je dirais, on peut aller à la police et ils ne croiront pas parce que c'est comme ça avec les jeunes. Quand un jeune vous dit quelque chose, les adultes, la plupart du temps, ils ne croient pas. Ils disent qu'ils sont trop jeunes, ils ne savent pas de quoi ils parlent, ceci, cela. Même si c'est des crimes, on se dit, elle est trop innocente, elle ne peut pas commettre un meurtre, c'est des bêtises. C'est juste pour se faire voir qu'ils font ça. Et c'est comme ça qu'ils l'ont Oui, pris. c'est comme ça qu'ils ont été pris. Ils pensaient qu'ils voulaient se donner une place au soleil. Oui, c'est ça. Puis dire qu'ils sont les durs du coin Alors et que c'est eux qui faisaient ça. Mais un jeune policier qui a cru à l'histoire des jeunes gens. Ouais, c'est un jeune policier parce que pour lui, il était jeune, il essayait de les comprendre. Du coup, il est venu vers eux, ils ont parlé. Et ensuite, ils ont commencé à parler. C'est lui qui les a aidés à démanteler toute la compagnie. Parce que sans lui, ils n'auraient rien pu faire et ils allaient se faire tuer. Parce que vous voyez qu'après, quand Yasmine avait rendez-vous avec Vince, il lui a tendu un piège. C'était un piège. Oui. Et bien, eux aussi, ils ont fait un autre contre-piège contre Marshall. Oui. C'est entre-temps que Vince s'est rendu compte que Yasmine disait la vérité. Parce qu'il était tellement dans la compagnie que pour lui, c'était pas possible. Il disait, j'ai pas pu tuer mes parents à cause d'un mensonge. Il voulait pas connaître la vérité. Mais il l'a su et c'était trop tard. Le mal était Et c'était déjà trop fait. tard aussi pour Marshall, puisqu'il a été rattrapé par la police. Ouais. Il a été rattrapé par la police. Il pensait qu'il s'en sortirait avec tous les crimes qu'il faisait parce qu'il avait des contacts un peu partout, mais malgré ça, on l'a attrapé. C'est pour dire que peu importe notre puissance, le passé nous rattrape toujours, je dirais. Et la justice était faite. Voilà. Marshall a été rattrapé, la justice a été faite, mais moi je reste sous ma faim. Quand j'ai lu ce livre tout au long du parcours, je reste sous ma faim dans la mesure où la justice n'est pas faite. Parce qu'on ne devait pas laisser, vous êtes romancière, on ne devait pas laisser ces jeunes gens partir comme ça. Dans tous les pays du monde, il y a la justice pour les jeunes gens, les enfants, il y a le tribunal pour enfants, mais pour vous, la police ne fait rien à ces jeunes gens. Il les laisse partir. Elle les laisse partir. Parce que je me dis qu'ils ont déjà assez souffert, ils ont déjà assez... Parce que c'était pas de leur faute s'ils ont commis ces crimes. C'était un lavage de cerveau. Ils ont déjà assez souffert, ils ont déjà eu assez de traumatismes dans leur vie. On va quand même pas leur ajouter encore des années de prison pour des meurtres qu'ils n'ont pas prémédités. Pour des meurtres qu'ils ont prémédités à cause d'une seule personne, à cause de Marshall. Parce que pour eux, ils faisaient justice. Mais ils ont fait partie d'une bande de malfaiteurs. C'était le groupement de malfaiteurs. Mais donc la justice devait s'ériger contre ces enfants-là. Mais ils ont quand même aidé la justice à démonter toute une campagne. Justement, allez-y. Ils ont aidé la justice à démonter toute une organisation de criminels. Sans eux, personne ne saurait qui a commis ces meurtres. Alors, c'est comme si on leur donnait en fait en échange, vous nous avez aidés, on vous aide en vous laissant. Parce qu'ils ne vont plus commettre de meurtres. Parce que c'est des gens, ils deviendront des gens normaux. Voilà, mesdames, messieurs, j'ai reçu pour vous ce soir la mission Khadija Camara, auteur de ce livre fabuleux, un thriller, le premier polar de la littérature guinéenne d'expression française. Nous l'avons reçu aujourd'hui dans cette émission pour parler de ses héros, pour parler de Yasmine, pour parler d'Alec, pour parler de Marshall, pour parler de Linda et tant d'autres qui sont tapis dans ce roman de nulle part. C'est un roman de nulle part parce que la scène ne se situe nulle part, mais c'est une histoire fabuleuse où le sang coule à flot dans ce livre et aussi la drogue omniprésente. Elle nous a construit un monde sidéral, mademoiselle Khadija Camara, la mission. Je vous disais tout à l'heure que le cinéaste guinéen Cheb Doucouré s'est penché sur la lecture en Guinée. Je reviens à vous tout à l'heure, s'est penché sur la lecture et il en a sorti un documentaire. Je vous invite à suivre un extrait.
Bonjour, comment ça va? Comment va le livre? Madame, les 72 heures, ça se prépare bien? Très bien. Nous sommes un pays qui se situe en retard par rapport aux autres pays de la sous-région. Le Sénégal, des pays de même taille, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Mali, qui nous dépassaient en cette matière d'écriture, d'édition, mais aussi de pourcentage, si c'est possible, de choses, de lecture. Depuis que donc les 72 heures existent, il y a 7 ans, nous sommes à la 7e édition. L'écriture, il y a une impulsion réelle qui a été donnée à l'écriture ici. Et les Guinéens, disons tous milieux confondus, mais principalement les milieux scolaires et universitaires, vont beaucoup plus vers le livre qu'avant. Les 72 heures du livre à Conakry, c'est quelque chose de bienvenu. Donc c'est bien que des gens prennent l'initiative de susciter le goût de la lecture en Guinée. Parce qu'effectivement, c'est la lecture qui nous sauvera. C'est le livre qui a fabriqué le monde moderne. C'est lui qui nous sauvera. Le livre est essentiel, le livre est indispensable. Les peuples qui savent pas lire et écrire sont des peuples d'esclaves. La première fonction de la lecture, normalement, sert à apprendre. Ceux qui lisent, puisque le taux de scolarisation n'est pas très élevé, le niveau d'instruction des populations n'est pas très élevé. Si nous recommandons aux populations de lire, c'est surtout pour apprendre, et on apprend toujours en lisant. Je crois que c'est une fonction extrêmement importante dans ce que nous conseillons, nous, comme aux populations, pour qu'elles lisent le plus possible. Quelqu'un me posait une question un jour, il dit, qui se souvient de qui dirigeait l'Angleterre quand Shakespeare écrivait Hamlet? C'est très important. Hamlet est plus important que l'histoire de l'Angleterre. Shakespeare est beaucoup plus important que tous les rois d'Angleterre qui sont succédés. J'ai décidé d'être éditeur parce que j'avais envie de participer au développement de mon pays. L'idée des 72 heures du livre m'est venue parce que j'ai constaté qu'en Guinée, il n'y avait pas de salon du livre. Il y avait une date historique dans le monde littéraire qu'il fallait célébrer, le 23 avril, la journée mondiale du livre. Et vu que la Guinée était largement en retard parce que cette journée n'était pas célébrée dans notre pays, je me suis dit qu'une seule journée ne suffisait pas. Il fallait faire en sorte que cette journée s'élargisse sur 3 jours, donc 3 fois 24, ça faisait 72 heures. Donc la journée mondiale en Guinée, c'est sur 3 jours. C'est ce qui correspond aux 72 heures du livre. Aujourd'hui, les grandes idées messianiques ont toutes échoué. Il reste maintenant l'artisanat des idées. Parce que la philosophie n'est plus là vraiment. Les religions sont en train de s'embrouiller. Il reste l'artisanat philosophique. L'artisanat vient du roman, vient de la littérature. Parce que l'écrivain n'est pas un dogmatique. L'écrivain n'est pas un industriel de la pensée. C'est un artisan de la pensée. Il cherche, il sait, il cherchera beaucoup plus qu'il ne trouvera. Et ça peut-être c'est le seul recours que nous avons aujourd'hui, c'est la poésie et la musique et la peinture. Il n'y en a pas d'autre. Aujourd'hui, c'est l'écrivain qui peut prendre, non pas la relève, mais en tout cas interroger. Et je pense que l'interrogation est très importante. L'écrivain n'a pas seulement une mission dans le présent, dans l'actuel, mais il peut être aussi un visionnaire et avoir une vue au-delà de ce que le commun de ses compatriotes peut avoir à penser ou à dire. Yeah.
passerai mes nuits en compagnie de ton ombre. Toi, pas, je mettrai ma main dans l'ombre de la tienne et parcourir le ciel. Je jouerai la marée avec le million d'étoiles. Je t'aime, mon amour. Le livre coûte cher. Il est vrai qu'il coûte cher pour la bourse de nos lecteurs à nous. Nous sommes dans un pays en développement où les personnes n'ont pas beaucoup de moyens, où le vivre même quotidien est difficile. Il y a 8 ans que nous sommes installés en Guinée. Depuis que nous sommes installés, nous faisons en sorte que le livre soit accessible, extrêmement important. Déjà dans notre boutique, en temps normal, le livre est à 50% du prix européen. Partout en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, c'est la politique des éditions L'Harmattan. On essaye de ramener le livre au lecteur aujourd'hui à 50% de remise. En fabriquant le livre sur place, c'est à la fois les imprimeries, c'est les maisons d'édition, et cela crée non seulement beaucoup d'emplois dans le secteur, mais cela aussi contribuera à baisser de manière significative le prix du livre. C'est la lutte que nous sommes en train de mener. Il y a une très très forte implication des différentes ambassades, mais surtout l'ambassade de France. Déjà cet événement, les 72 heures, est co-organisé avec le Centre culturel franco-guinéen. L'Institut français de Guinée est notre premier partenaire. Dès le départ de ce projet, ils ont cru en nous à travers l'ambassade de France. Donc, que ce soit à Conakry et tout ce qui est en marge du Salon du Livre des 72 heures, ils nous accompagnent. Chaque année, nous sommes présents au Salon du Livre de Paris pour pouvoir bien préparer les 72 heures du livre de Conakry. Diderot, d'Alembert ont commencé à bâtir des ponts, un cycle, un cercle, entre les différentes disciplines. Alors que la lumière des lumières éclaire ces 72 heures du livre, je vous remercie. La Guinée a la possibilité d'être la capitale mondiale du livre. C'est le pays de Laye Camara qui a écrit L'Enfant Noir. C'est le pays du monument et du doyen, professeur Djibril Tamsignan. C'est le pays de Thierno Monet Nembo, prix Renaudot. C'est le pays de plusieurs jeunes ici qui ont l'audace d'écrire. Monsieur le Premier ministre, Ouaga est la capitale africaine du cinéma parce que les Burkinabés l'ont voulu. Abidjan aujourd'hui pour la musique, Bamako pour la photo. Conakry peut devenir la capitale africaine du livre. Ce message que nous lançons aujourd'hui à vos côtés, aux côtés du gouvernement de la République, parce que nous sommes des républicains. Donc au nom de la jeunesse guinéenne, le ministre de la Jeunesse est là depuis ce matin, il est à nos côtés. Nous vous remettons officiellement ce projet qui sera étudié demain à Paris, à l'UNESCO. Si la Guinée est élue du 23 avril 2017 jusqu'au 22 avril 2018, nous serons la capitale mondiale du livre. Donc voilà, c'est le travail de toute une équipe. Monsieur le Premier ministre, je souhaite remercier l'ensemble des partenaires, Bolloré, MTN, Dicopress, Mouna Internet, tous qui nous ont aidés à faire de ce rêve une réalité. Vous avez notre soutien. Si vous jouez votre partition, je sais que la Guinée sera la capitale mondiale du livre. Je vous remercie. On va
Il partit à la pêche au bord de la rivière. Quelle zénitude! Le bruit de l'eau qui coule, le chant des oiseaux. Je voulais quand même vous présenter, que vous applaudissiez très fort, le travail des enfants de l'école Kofi-Annan de Morogoro. Vous pouvez applaudir. Ce que nous pouvons dire aux jeunes guinéens, c'est de lire et de lire encore. Parce que ce ne sont pas seulement les ouvrages destinés à l'école, mais tous les livres qui sont produits et qui ont un caractère instructif, nous les encourageons à aller vers ces livres. Et je pense que nous avons été entendus depuis que nous avons commencé à organiser les 72 heures. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes prêts pour le concours? Et le meilleur gagne. Je suis Vita, auteur et vice-présidente du comité d'organisation du 72 heures de livres. Le travail, c'est quoi? L'école. Le travail, c'est quoi? Le travail, c'est quoi? On a eu des candidats et des candidates, elles étaient vraiment dans leur show. Monsieur Kevin, s'il vous plaît, on attend les membres du jury qui vont nous donner tout à l'heure les résultats. Madame la ministre de l'Environnement va monter tout à l'heure pour remettre les attestations de participation à tous ces enfants. Voilà. Nous demandons à tous les partenaires de soutenir ce nouveau concours que nous avons initié. Voilà les petits champions de la lecture. Et donc, nous avons envie l'année prochaine que beaucoup d'écoles participent et pour cela, il faut du soutien. Cette année, il n'y a que Harmattan Guinée qui a émis l'idée, qui nous a soutenus. Je crois que le craquement du papier à travers les doigts, même quand vous sentez un peu, vous avez le livre, vous l'avez, la différence c'est que vous pouvez l'avoir à votre chevet. Vous prenez, vous lisez 2 pages et demie, vous n'avez pas de bouton à appuyer, rien du tout. 2 pages et demie, vous vous arrêtez. Et quand vous vous arrêtez, la nuit, en pleine nuit, l'idée vous revient de reprendre le livre et de le lire. Il est difficile de faire cela avec une machine, quelle qu'elle soit. C'est pas la même chose de lire sur un écran, même sur une liseuse, même si de temps en temps la liseuse emprunte les gestes du papier et qu'il y a des façons de tourner les pages ou de faire semblant de tourner les pages avec une liseuse, c'est pas la même chose qu'un livre qu'on peut mettre dans sa poche, là aussi qu'on peut prêter, qu'on peut récupérer, sur lequel on peut parfois écrire. Vous allez me dire, on n'écrit pas sur les livres. Bien sûr que si. Moi, la plupart des livres que j'ai, j'écris dans les marges. D'abord parce que souvent je prépare des interviews, donc il vaut mieux écrire. Je souligne, je rature, je mets des points d'interrogation, des flèches. C'est-à-dire que je mets ma marque et que j'écris sur ce qu'a écrit quelqu'un d'autre. Et ça donne une sorte de complicité entre l'auteur et son lecteur qui est très spéciale justement au livre et au papier et qu'on va retrouver de façon très différente quand on est dans un univers plus virtuel. Voilà pourquoi je suis content d'être aux 72 heures du livre, d'acheter des livres, de regarder des livres et de les lire. Le numérique et le livre papier se complètent. Nous, depuis des années, tous nos livres papier sont aussi un livre numérique. C'est extrêmement important pour nous. Dès qu'un livre est publié chez l'Harmattan Guinée et ailleurs, à l'Harmattan en général, c'est automatiquement
numérisé, en format PDF, en format téléchargeable, donc ça se complète. Ce qu'il faut réussir à faire, quels que soient les nouveaux moyens de communication, c'est d'instaurer, d'enraciner la culture de la lecture. Tant qu'une société n'a pas cela, il est très difficile de pouvoir compter sur des personnes qui, à la sauvette, viennent prendre un livre comme ça, le lisent. L'écrivain n'a pas seulement une mission dans le présent, dans l'actuel, mais il peut être aussi un visionnaire et avoir une vue au-delà de ce que le commun de ses compatriotes peut avoir à penser ou à dire. Nous revenons sur ce plateau. Khadija, bientôt on va se quitter dans cette émission. La mission Khadija Camara. Alors, qu'est-ce que vous avez lu pendant tout ce temps, avant de décider, en tant que lycéenne d'abord, à prendre la plume? Je dis qu'on a toujours la peur blanche, du moins la peur de la feuille blanche. C'est une peur bleue qu'on a quand on a une feuille blanche en face de soi. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire? Est-ce que vous avez beaucoup lu pour y accéder? Dans mon enfance, quand j'étais petite, je lisais beaucoup parce que lorsque mon père voyageait, il me rapportait souvent des livres. Comme je disais hier, il me rapportait L'Oncle Lière ou des contes d'Afrique. Et avec ma mère, je me souviens un jour, j'ai lu le roman d'Ampateba, Wangram. Ah oui, et Ampateba, il m'a beaucoup marqué par des mots qu'il a dit. Il a dit que les secrets de la réussite sont la patience et la persévérance. Et je me suis dit, dans ma tête, parce que je dirais que j'ai toujours écrit. Parce que même quand j'étais petite, j'écrivais mes journaux intimes, j'écrivais des chansons, même si je ne connaissais pas trop le sens, au primaire aussi. Et ensuite, j'ai commencé à écrire, je dirais, au début du collège, mais c'est que de petits récits, c'était pas vraiment grand-chose. Et c'est au lycée que j'ai eu l'idée d'écrire la mission. C'était juste avec une phrase, passer de l'ange au démon. C'est entre-temps que j'ai commencé mon livre. Et j'ai pas eu vraiment le syndrome de la page blanche parce que j'arrivais même pas à terminer une scène que déjà j'avais une idée pour une autre scène. Du coup, pour moi, c'était un peu difficile. Parfois, même quand je me couchais le soir, j'avais tout le temps des idées sur le livre et je passais des nuits blanches. Du coup, je me mettais à écrire pendant tous les week-ends et la semaine, je partais encore. Et c'est comme ça que j'ai terminé le livre parce que j'y tenais vraiment. Et je l'ai écrit, à chaque fois que je l'écrivais, je le montrais à ma cousine Hadja qui me donnait des conseils dessus. Elle me dit, elle aimait bien l'histoire. L'histoire, ça tenait la route, elle aimait bien l'histoire. Peut-on s'attendre à un autre ouvrage? Est-ce que vous êtes sur un autre ouvrage? Parce que l'appétit vient en mangeant. Actuellement, je suis sur un autre ouvrage, mais je ne peux rien vous dire d'abord, c'est un secret. Voilà, un secret. Mesdames, Messieurs, j'ai reçu pour vous ce soir dans cette émission Khadija Camara, la mission confiée à Yasmine, une jeune fille intelligente, brillante au lycée et qui rencontre un jour, qui trouve un homme blessé. Elle a essayé de secourir cet homme-là et c'est ce jour que sa vie bascule. Elle rentre dans une compagnie de malfaiteurs. Cette compagnie est dirigée par Marshall qui souhaite se venger sur la société parce qu'il a échoué dans son parcours. Et donc Khadija nous amène dans ce monde nébuleux en ce sens que c'est un monde de sang à flot, dans un monde de drogue inouïe, et dans ce monde inouï, c'est un monde sidéral que cet auteur de 21 ans nous offre. Il y a eu beaucoup d'auteurs comme ça, de cet âge-là. Je parlais l'autre fois de Siré Komara, qui avait publié à l'âge de 19 ans, mais malheureusement qui n'a pas continué. Je pense que ça ne sera pas un feu de paille. Non, je pense continuer l'écriture. J'aime l'écriture. Voilà, elle aime l'écriture. Elle sera toujours dans notre monde, le monde de la littérature. Et nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette émission. Merci, et nous sommes très heureux aussi de savoir qu'en Guinée, pour la première fois, après 63 ans d'existence de la littérature guinéenne d'expression française, aujourd'hui nous avons notre romancière qui nous offre des polars, un thriller. Je pense vous retrouver très prochainement avec un autre livre dans le même genre.
Pas vraiment. Pas vraiment. Pas Ok, vraiment. c'est pas dans la même veine. Et je compte retrouver très prochainement Khadija dans cette émission, Parole Plume Papier, après la parution de son prochain roman. Avant de vous quitter, je vous présente ces ouvrages dont on a parlé ce soir. La mission de Khadija Camara, un thriller, le premier polar de la littérature guinéenne d'expression française. Et vous avez aussi La Guinée-Conakry de janvier 2007 à décembre 2010, chronique et réflexion sur une transition militaire ratée. Ce n'est pas un coup d'État, c'est un point d'exclamation de Alpha Téli Diallo, le fils cadet de Téli Diallo. Vous avez aussi Les racines du mal, Alpha Ousmane Bari, qui explicite les racines du mal guinéen. Et ils seront mes invités dans cette émission. Et naturellement, le roman de votre serviteur, Les enfants du quartier sombre de Mohamed Salif Keïta. Et ce roman est à la Maison du Livre. Et vous pouvez les retrouver là-bas. Tous ces ouvrages, vous pouvez les retrouver à la Maison du Livre ou chez l'Harmattan, chez Tansi Kaba. Cette émission est dans la veine de Conakry, capitale mondiale du livre. Et cette année, nous allons aussi fêter les 30 ans de cette émission, Papier Plume Parole. Cette émission trentenaire ici à la télévision guinéenne. Je vous retrouve lundi prochain et bonsoir.